Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver au compte de ce journal au sommaire. Les membres de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel au Nassur ont été nommés par le président de la transition. Une nomination faite par décret mercredi soir à quelques jours du scrutin référendaire. Des acteurs sociopolitiques interrogés sur le sujet donneront leur avis dans ce journal. Et puis après l'annonce de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires sur l'assistance du gouvernement guinéen en faveur des personnes sinistrées des inondations 2025 avec une somme de plus de 8 milliards de francs guinéens mis à disposition. Les réactions des concernés ne tardent pas à Antamarché et à Simambossia où plusieurs habitants ont été victimes. Les sinistrés se réjouissent de la nouvelle. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a nommé les membres de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel au Nassur. Le décret est intervenu dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025. Les acteurs sociopolitiques interrogés par notre rédaction sur le sujet sont partagés en donnant leur avis. Mohamed Lamine Dafé et Ansou Bailo Baldé. La classe politique, la société civile, l'ordre des avocats, les magistrats, le Conseil national de la transition et autres sont tous représentés au sein de l'ONASUR, Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Cette composition réjouit Moussa Ibn Konté, acteur de la société civile guinéenne. Je voudrais remercier le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, parce qu'il faut reconnaître que on avait commencé à avoir de la sueur froide, à avoir des soucis, parce que certains avaient même commencé à dire que l'ONASUR n'allait pas voir le jour. Et finalement, le président de la République a pris ce acte salutaire et qui rassure davantage des acteurs du processus électoral, que ce soit les observateurs, que ce soit l'entité qui est en charge de l'organisation de la conduite du scrutin référendaire, y compris aussi des partenaires. Donc je pense que c'est une excellente chose. Ça vient mettre tout le monde d'accord. Faya Lansana Milimono, acteur politique, critique ce qu'il appelle retard accusé pour la mise en place de l'ONASUR. D'abord, on nomme l'observatoire à la veille du référendum. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Il faut attendre peut-être une semaine pour installer l'observatoire. Pour observer quoi? Le vote se fera dimanche. J'ai compris qu'il y a longtemps que le CNRD s'est laissé découvrir que tout ce qu'il nous a dit n'était pas vrai. Ben, on ne se gêne pas de mettre quelqu'un de partisan à la tête d'un observatoire qui aurait censé être neutre. Sékou Kouressi Kondé est celui qui est nommé à la tête de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel au Nassur. Une nomination intervenue à quelques jours seulement du scrutin référendaire. À l'intérieur du pays, la préfecture de Mali a organisé en début de semaine la 32e édition de la fête de la pomme de terre. Les organisateurs ont profité de la présence du Premier ministre Amadou Ouriba et de la ministre de l'Agriculture Mariam Siré-Silla pour évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Reportage à Mamadou Tanouba. La 32e édition de la fête de la pomme de terre à Mali a été une occasion pour les organisateurs d'expliquer au Premier ministre et à la ministre de l'Agriculture les problèmes auxquels la filière est confrontée dans cette localité de la Moyenne Guinée. Madame la ministre, il y a une maladie actuellement qui impacte les producteurs de la pomme de terre ici à Mali particulièrement, mais aussi au Fouta. Nous devons le reconnaître. La filière de pommes de terre fait face à plusieurs défis majeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le manque de moyens de conservation adéquats, entraînant des pertes post-récolte considérables, allant à plus de 45% de pertes. La fluctuation des prix sur les marchés, l'insuffisance des infrastructures de transformation, l'accès encore limité aux semences certifiées de qualité.
Les inquiétudes des agriculteurs de Mali ont été notées par la ministre de l'Agriculture. Mariam Siré Sylla a promis de faire face à cette situation le plus rapidement que possible. Ko men faala nayi agriculture on wallon tun hebon ko nyaamon ko suudu ko men faala ko agriculture on addan on golle bibbe mon ben jawdi hala vraiment son wadi on. Notre souhait est de vous permettre de multiplier vos revenus en transformant le secteur agricole. Nous allons travailler à permettre à exporter vos produits dans la sous-région, comme le Sénégal par exemple. C'est à vous de nous montrer vos difficultés et nous ferons le reste. Nous allons porter haut le secteur agricole guinéen. Le Premier ministre Amadou Riba est convaincu que l'agriculture est le moteur du développement durable et peut apporter un changement qualitatif dans les différents ménages. Il a demandé à sa ministre de l'Agriculture de faire de Mali une priorité. Madame la ministre, je sais qu'il y a des entrepôts qui sont en cours, des entrepôts frigorifiques. Il faut que Mali soit prioritaire pour l'installation des entrepôts frigorifiques. De la même manière, à Timbi Madina, il y a des entrepôts frigorifiques pour la conservation de la pomme de terre, des produits agricoles. Il faut qu'on accélère ici aussi pour qu'il y ait des infrastructures du même type pour que les producteurs au moins puissent stocker leurs produits. Ça leur permet de contrôler le prix et ça leur permet de ne pas avoir 45% de leurs produits agricoles qui sera jeté à la poubelle. À Mali, la pomme de terre est une culture de résilience dont les retombées nourrissent plusieurs familles et contribuent au développement de l'agriculture. À présent, ce communiqué, la Haute Autorité de la Communication HAC porte à la connaissance des médias publics et privés que la campagne officielle pour le référendum du 21 septembre 2025 prend fin ce jeudi 18 septembre 2025 à 0h. À cet effet, elle invite tous les médias à s'abstenir de diffuser ou de publier toute information relative à la campagne le vendredi 19, le samedi 20 septembre 2025, jour d'arrêt de la propagande électorale, et le dimanche 21 septembre, jour de vote. Toutefois, la publication des informations relatives à l'organisation pratique du scrutin communiquée par la Direction générale des élections, les ministères et autres institutions impliquées dans le déroulement du vote est autorisée. La Haute Autorité de la Communication félicite l'ensemble des journalistes et techniciens des médias pour l'esprit de neutralité et le professionnalisme avec lesquels ils ont couvert la campagne référendaire sur le projet de nouvelle constitution. La HAC les exhorte à faire de même dans la couverture du scrutin du 21 septembre 2025. Par ailleurs, la HAC est heureuse d'annoncer l'accréditation des journalistes et techniciens guinéens et des correspondants et envoyés spéciaux de la presse étrangère désignés par leur rédaction. La HAC rappelle que seuls les détenteurs de l'accréditation délivrée par elle sont autorisés à couvrir le scrutin. La HAC invite la Direction générale des élections, les autorités civiles et les forces de l'ordre en charge de la sécurisation du processus électoral à faciliter l'accès aux lieux de vote à tous les journalistes et techniciens des médias détenteurs de l'accréditation. La HAC attache une importance particulière aux présentes dispositions et invite les médias à leur strict respect. Conakry, le 18 septembre 2025. Je vous l'annonçais en titre, un ouf de soulagement pour les victimes d'inondations. L'année 2025 a été marquée par des cas de sinistres dans le Grand Conakry et à l'intérieur du pays qui ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. À la suite de ces catastrophes, le gouvernement a validé une assistance financière pour accompagner les populations touchées. En réaction à cette annonce, des concernés saluent la nouvelle. Michel Yumba-Wendono et Bangali Camara sont allés à leur rencontre. Suivez. Plus de 8 milliards de francs guinéens sont annoncés pour accompagner les victimes d'inondations en 2025 par le gouvernement guinéen. À Conakry et environ jusqu'à l'intérieur du pays, ces incidents ont eu lieu faisant parfois des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. Rencontrés après l'annonce de la nouvelle, des sinistrés de l'inondation à Antamarché en juillet dernier saluent la décision du gouvernement. Depuis le jour du drame,
Les autorités nous ont dit qu'elles viendront nous assister. On attendait cette nouvelle. Cela nous soulage vraiment. Nous sommes vraiment contents. On pensait qu'ils nous ont oubliés. Le fait qu'ils ont pensé à nous, on est vraiment contents. Nous sommes là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon, d'autres ont déjà trouvé où aller. Ces inondations nous ont vraiment attristés. On a perdu beaucoup de nos parents. Aujourd'hui, si le gouvernement pense à nous, cela nous réjouit énormément. Donc, cet argent va nous permettre de trouver d'autres maisons. À Simambossia, dans la commune de Lambagny, Benjamin Kamano avait enregistré la perte de tous les membres de sa famille. S'est aussi réjoui de la nouvelle. Le soutien moral, j'en ai suffisamment eu par l'État. À commencer par le chef de quartier, le chef secteur, le chef de quartier. Le maire, lui, on a enterré les corps ensemble. Je sais que je suis dans les mains, en tout cas, d'une gouvernance qui me permet d'être consolé. Vraiment. Je sais que le gouvernement a pitié. Ça, il faut comprendre. Je suis vraiment satisfait et je dis merci. Merci à tous ceux qui viennent me compatir à ma douleur. Plusieurs morts, des blessés, des disparus et des dégâts matériels ont été enregistrés en 2025 par le fait des inondations à Conakry comme dans les autres villes du pays. Pour être plus complet avec ce sujet, l'acteur de la société civile guinéenne, Moussa Iboun Konté, a donné son avis sur l'assistance apportée par le gouvernement guinéen en faveur des sinistrés. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. Enfin, c'est ça le rôle de l'État. Quand une partie de nos compatriotes est touchée par ce genre de catastrophe, il est devoir de pouvoir de voler à leur secours. Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont été touchés dans leur chair, il y a d'autres qui ont été frappés à leur portefeuille. Et quand l'État fait cela, ce n'est que de la justice sociale. C'est en cela que les citoyens se reconnaissent dans une république où les droits et les devoirs s'équivalent, où les citoyens ne sont pas gérés en fonction de leur origine, les citoyens sont de leur religion, mais la seule base d'évaluation, la seule base de la gestion des affaires publiques, c'est l'équité, c'est la transparence, c'est l'égalité, c'est la justice sociale. Et c'est en cela que la République marche. C'est en cela que les fils et les filles d'un pays vont se donner la main, contribuer au développement de leur pays. Je crois que ce n'est que du juste retour des choses. L'État a assumé sa responsabilité. C'est ce qu'on attend de la part de notre État. C'est ce qu'on attend de la part de ceux qui sont dépositaires de la puissance publique. Dans un autre cadre, plein feu sur la journée mondiale de la sécurité des patients. Chaque année, le 17 septembre, nous mettons en lumière la journée mondiale de la sécurité des patients en nous concentrant sur les défis particuliers auxquels sont confrontés les enfants et les nouveau-nés dans le cadre des soins médicaux. Cette journée a pour but de rendre les pratiques de soins de santé plus sûres et de maintenir les professionnels attentifs aux besoins de leurs plus jeunes patients. Khadija Kaba pour plus d'explications. Chaque 17 septembre, nous braquons les projecteurs sur les établissements de santé afin de sensibiliser et d'impliquer les patients. La journée mondiale des patients et des patientes, c'est des journées qui sont mises à profit dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi pour aller vers la matérialisation avec l'attention que nous pouvons donner aux patients dans les structures de santé. C'est extrêmement important. Donc, ce qui fait que la thématique qui est associée à la célébration de cette journée, c'est qu'il faut mettre un accent à une couche beaucoup plus vulnérable qui est les nouveau-nés et notamment les enfants. Donc avoir des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant est extrêmement important parce que les patients viennent demander les services dans les structures de santé pour qu'ils puissent essayer de retrouver leur santé. Moussa Sissi souligne l'importance de la sécurité des nouveau-nés. Il demande au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'améliorer les conditions de prise en charge des nourrissons dans les structures médicales. La sécurité des patients dès la naissance, parce que ça commence par là-bas. Donc, les nouveau-nés sont les premiers patients et donc, ça mérite d'avoir une attention particulière
pour qu'on puisse essayer de prendre en compte cet état de fait. Si vous voyez aujourd'hui l'Institut de nutrition et santé de l'enfant, chez nous, c'est le service spécialisé dans la prise en charge de ces tout petits, des nouveau-nés en République de Guinée. Mais il se trouve que le centre a un besoin crucial en termes de rénovation, ce qui fait que le pays doit avancer sur des questions essentielles. Donc, quand il s'agit de la question des nouveau-nés et celle des enfants. Le constat, c'est un constat amer, mais avec des responsabilités partagées. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser, mais plaider aussi à côté du ministère de la Santé et à travers l'État, pour qu'on puisse essayer d'améliorer les conditions de vie, de traitement de ces tout-petits qui sont à l'hôpital. La journée mondiale met en lumière la sécurité des patients et nous rappelle que chaque vie compte, en particulier celle des plus vulnérables. Veillons à ce que chacun reçoive des soins sûrs et de qualité dans tous les établissements de santé. Et pour finir, une mobilisation interprofessionnelle massive touche Paris et l'Île-de-France. Ce jeudi 18 septembre 2025, 8 syndicats organisent des manifestations et rassemblements, tandis que le mouvement Bloquons Tout prépare des blocages routiers promettant une journée de perturbations majeures dans la capitale et la région francilienne. Germaine Mansaré. Après avoir ciblé les portes du périphérique, le 10 septembre dernier, le mouvement Bloquons Tout prépare une nouvelle série de blocages routiers en marche de la grève interprofessionnelle. Les militants annoncent vouloir intensifier leurs actions ce jeudi. Lors de la mobilisation précédente, des bouchons se sont formés dès 7 heures aux portes de Montreuil, La Chapelle, Bayonnel et d'Italie. L'appel diffusé sur les réseaux sociaux propose un plan pour bloquer Paris, porte par porte et mur par mur. Visant les 38 portes d'accès à la capitale, les militants envisagent également d'entraver le périphérique aux heures de pointe. Pourquoi ne pas bloquer le périphérique à 17 h quand il y a beaucoup de voitures, a demandé une militante lors d'une réunion préparatoire. Les autoroutes A1, A3 et A6 sont particulièrement surveillées, surtout au point de jonction. Avec le périphérique, l'A6 à la hauteur de la porte d'Italie présente un risque élevé de bouchons massifs, tandis que le changeur de l'A3 à Bagnolet pourrait être bloqué par tous les accès possibles. La journée du 18 septembre connaît une mobilisation importante, près de 200 rassemblements répartis dans toute la France. De grandes métropoles aux petites communes, la contestation touche Paris, Marseille, Lyon, Salzbourg, Rennes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Bayonne et de nombreux autres territoires. C'est tout pour ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.